Votre- Merci, Pascaline. Grande a toujours été ma joie de partager ces moments très intéressants et conviviaux avec les confrères sur la plateforme de Réma. Et je suis encore plus heureux d'échanger ce matin avec vous sur le secret médical. C'est vrai, nous avons un réseau Internet un peu instable. Pour les besoins de stabilité, je vais couper la caméra pour que vous puissiez mieux me recevoir. Bien. Je vous propose le plan ci affiché qui part des généralités dans lesquelles nous allons définir le concept de secret médical, parler des intérêts relatifs à la notion. Nous aborderons ensuite la, les personnes tenues au secret médical, diront le contenu, ou du moins ce sur quoi porte le secret, avant d'aborder dans une quatrième partie la notion de partage de secret, puisque lorsqu'on parle de secret, on parle d'une logique de secret absolu, mais il y a des dérogations qui vont suivre. Nous n'allons pas finir sans aborder quelques spécificités. Le secret médical, volontiers, je l'aurais appelé également secret des soignants. C'est une variante de secret professionnel qui fait partie intégrante des devoirs généraux du médecin. Il s'agit d'un préalable qui est indispensable à la relation de confiance dans le couple médecin-patient. Et Bernard Wernier le dit dans ces mots, il n'y a pas de soins sans confidence, il n'y a pas de confidence sans confiance, et bien évidemment, il n'y a pas de confiance sans secret. Le respect du secret professionnel constitue alors une condition nécessaire pour que la confiance portée par le patient à son médecin soit vraiment effective. Et il ne devrait pas avoir de considération administrative qui dégage le médecin de cette obligation. La violation du secret médical constitue un délit et est puni par la loi. Pour autant, cette règle est absolue. Il y a cependant des exceptions que nous allons mettre sous le vocable de dérogation, ce que la loi a permis. Le concept de secret médical ou secret des soignants a un double intérêt. Un intérêt d'abord particulier qui concerne le patient. Il consiste à garantir la sécurité des confidences que les patients sont dans la nécessité de faire à leurs soignants. Le second intérêt, il est d'ordre général au public qui permet d'assurer la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions. Lorsque nous parlons de secret professionnel, il n'y a pas que les médecins qui sont concernés, vous prendrez les avocats, ben, ils sont également détenteurs de secrets. Vous prenez les prêtres, ils sont détenteurs de secrets. Voyons à présent les fondements de la notion de secret médical. Si nous revisitons nos codes pénaux, nous avons des références. Dans le code pénal du Togo, le nouveau code pénal, dans son article 357, il y est mentionné que constitue une violation du secret professionnel le fait pour une personne dépositaire d'informations à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction temporaire de le divulguer. Or, les cas où la loi en impose ou en autorise la révélation. C'est pour vous dire que lorsque nous parlons de dépositaire,
c'est que le soignant ou bien le médecin à qui le patient se confie n'est pas propriétaire de l'information. On lui confie l'information. Il en est donc dépositaire. Le propriétaire réel de l'information, c'est le malade. Une autre référence dans le Code de santé publique, c'est l'article 192 qui nous dit que le praticien est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer les informations relatives à l'état de santé de la personne qu'il traite sous réserve des dérogations prévues par la loi. J'insiste là-dessus, la loi a prévu certaines possibilités de déroger à cette obligation de respect du secret. Le Code de déontologie médicale n'est pas du reste dans son article 5, nous dit que le secret professionnel s'impose à tout médecin dans l'exercice de sa profession. Il ne peut en être délié que dans les cas prévus par la loi. Le Code de déontologie médicale également fait référence à la loi. Le médecin doit alors veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Le médecin ne travaille pas seul, il travaille habituellement comme chef d'une équipe, chef d'un service. Et dans le service, tous les acteurs ne sont pas soignants. Obligation est faite au médecin, au travers de cet article, de prendre toutes les dispositions pour que tout ce qui est comme information concernant le patient soit protégé. La déclaration de Genève, dans son article 18, alinéa 3, dit également qu'on ne devrait pas contraindre un soignant, donc qui détient des informations protégées, à pouvoir les révéler à une tierce personne. Le serment d'Hippocrate, qui a été la première référence médicale, dit qu'admis dans l'intimité des personnes, les secrets qui me seront confiés, reçus à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Qui sont alors ceux-là qui sont tenus au secret professionnel? Il s'agit bien évidemment de tous les professionnels de santé qui interviennent dans le système, fussent-ils personnels soignants ou non soignants. L'obligation de secret médical existe indépendamment de l'existence ou non du contrat de soins. J'insiste là-dessus, je ne suis pas obligé de participer directement aux soins de quelqu'un pour pouvoir observer la notion de secret dont nous parlons ici, mais dès lors que je travaille dans un établissement de santé, je dois pouvoir taire tout ce qui viendra à ma connaissance parce que je suis dans cette position de soignant. Lorsque je dis je dois pouvoir taire toutes ces informations que je comprends ou bien je vois. Je suis à l'hôpital, je donne un exemple basique. Je rencontre quelqu'un à l'unité de dispensation des antirétroviraux. Je n'ai aucune relation de soins avec ce dernier. Mais si je sors et dans mes causeries, je dis à une tierce personne, mais tiens, j'ai vu un tel ce matin à l'unité de dispensation des ARV, sans avoir dit que la personne a un problème avec le VIH, mais quiconque est intelligent doit pouvoir comprendre cela. J'ai violé alors le secret professionnel. Ce secret s'impose quel que soit le type d'exercice que j'exerce dans le public ou bien dans le privé, je suis tenu de l'observer. Le secret médical, il est également observé dans les armées. Dès lors que nous avons des services de santé des armées, les mêmes règles qui s'appliquent en termes de protection de l'information relative aux patients
s'y applique également. Il y a certaines particularités lorsque je prends toujours le service de santé des armées ou bien le fonctionnement dans les armées. Il peut arriver que des non-médicaux reçoivent des informations d'ordre médical. Je prends un navire sous-marin. Dans sa configuration, il n'y a souvent pas assez d'espace pour pouvoir embarquer beaucoup de personnel. Donc, il peut arriver que le personnel médical ne soit pas embarqué. Le commandant de bord devient automatiquement le responsable hiérarchique à qui les éléments iront se confier lorsqu'ils ont un problème de santé. Donc, il est au même titre tenu au respect du secret professionnel comme le feraient les médecins. Sur quoi porte le secret médical? Le secret médical porte sur des faits de trois natures. Les faits d'ordre médical, il s'agit de faits qui viennent à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, peu importe comment il a été informé. Et ces faits, c'est essentiellement le diagnostic, le traitement, ainsi que le contenu des dossiers médicaux. Il y a des faits non médicaux. C'est tout ce que le malade déclare au médecin. C'est également le contenu des conversations que le médecin ou le soignant aura entendu au domicile d'un patient lors d'une visite. C'est également les confidences que lui feront les familles. Vous voyez là, il s'agit d'informations qui n'ont rien à voir avec la santé, qui n'ont rien à voir avec la médecine. Un patient qui vous dit que lors d'une de ses escapades nocturnes, il a deux enfants extra-conjugaux. Oui, c'est une information non médicale. C'est parce qu'il a confiance en vous qu'il vous l'a confié. Vous n'avez pas à la divulguer. Vous avez également des situations particulières qui vont se présenter, ce que je mets sous l'étiquette des faits médicaux connus. Aujourd'hui, il est très fréquent avec les réseaux sociaux qui foisonnent que des activistes ou bien des journalistes nous provoquent. Ils ont cette stratégie de prêcher le faux pour avoir le vrai. Je m'explique. Je suis médecin légiste, ça m'arrive de faire des missions, des fois difficiles. Faire une expertise et dans l'opinion publique, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des émissions radio. Nous sommes sur des plateformes. Quelqu'un peut m'avoir identifié sur la plateforme de réseaux sociaux et il balance une information erronée. Expert ayant eu la quintessence, la vérité sur ce qui s'est passé, est-ce qu'il était de mon devoir de redresser ce qui est raconté? Attention, vous le faites, vous tomberez sous le coup de la violation du secret professionnel. Autre élément dans ce chapitre, nous avons de la démocratie et de la démocratisation dans le partage d'informations. Et démocratie signifie également transparence. Le citoyen veut savoir quel est l'état de santé de son dirigeant. Comment est-ce qu'on gère cet aspect? Est-ce qu'au nom de la démocratie, au nom de la transparence, les informations médicales ou le bulletin santé des premiers responsables du pays soient balancés sur la place publique? Le secret médical peut être partagé. Nous avons vu dès le départ qu'il y avait une notion d'absolu, mais il y a des particularités où nous parlons de partage de secret.
À quelle occasion le secret peut être partagé? Dans quelles conditions ceci peut se faire? Le secret médical peut être partagé entre confrères, à la seule condition que ces confrères participent aux soins ou au diagnostic chez le même patient. Je vous raconte une anecdote, ça m'arrive très souvent. Je suis médecin, directeur d'hôpital, de faire le tour d'hôpital, de visiter certains patients hospitalisés. Et le réflexe, lorsque les jeunes confrères me voient rentrer, c'est de tenter de me présenter le dossier du patient. Ah, bonjour, directeur, il s'agit de... Ceci m'amuse, ce n'est pas mon job et je n'attends pas cela des confrères. Le jour, le directeur sera un non-médecin. Est-ce qu'il y aura la même attitude? Donc, on retient bien, même si je suis médecin et directeur d'hôpital, je n'ai pas à avoir ce genre de partage d'informations sur les patients, dès lors que je ne participe pas aux soins ni au diagnostic de ces derniers. Il y a de ces situations embarrassantes même que nous avons avec certains de nos responsables administratifs. Le secrétaire général du ministère ou bien le ministre même peut appeler à docteur, j'ai un parent dans tel service, jette un coup d'œil. C'est assez délicat, alors que le ministre également est médecin comme toi. Je vais, voici le genre de compte rendu que je fais en retour, monsieur le ministre, je l'ai vu. Les équipes sont mobilisées autour, il est bien pris en charge, nous suivrons. Il faut être préparé, sinon vous tombez dans le coup de la violation du secret professionnel. Le partage de secret, lorsque nous sommes dans la relation de soins, doit se faire dans l'intérêt d'assurer la qualité, la sécurité ainsi que la continuité des soins. Et c'est ce qui se fait lorsque nous référons un patient vers un autre confrère. Il y a un courrier qui suit et dans ce courrier, nous mentionnons ce que nous avons observé au cours de notre examen parce qu'on n'a pas la possibilité d'envoyer tout le dossier médical. Le secret partagé consiste également à renseigner le carnet de santé du patient, puisque ce document va pouvoir lui permettre d'obtenir la continuité de son suivi lorsqu'il va pouvoir se déplacer. Mais attention, tout ce que vous aurez mentionné dans un carnet de santé que vous remettez à un patient, il faut le lire, le lui expliquer pour qu'il sache à qui porter ce document ou le déposer. Le patient a le droit de s'opposer au partage de ces informations. Autant vous laissons bien en voulant partager le secret ou bien les informations le concernant avec d'autres confrères qui participent à ces soins, mais il faut avoir son consentement avant de pouvoir y aller. Il y a des situations qui peuvent nous amener au tribunal. Le médecin va s'y retrouver sous trois chapeaux possibles. Il peut se retrouver en tant qu'expert. Je reçois une mission d'expertise, je l'accomplis, je produis un rapport. Il peut arriver que le juge m'invite pour venir expliquer mon rapport. Oui, dans ce cas de figure, je réponds présent au tribunal, mais tout ce que je donnerai comme information doit rester limité à la mission d'expertise qui m'a été confiée. Je vous donne un exemple. Je reçois une victime en expertise de dommages corporels. J'ai vu les séquelles fonctionnelles qu'il a, mais dans nos échanges, il m'a révélé qu'il est infecté de VIH ou il traîne avec le virus de l'hépatite B depuis un certain nombre d'années. Le VIH ou bien le virus de l'hépatite B n'ont rien à voir avec son affection traumatique qui a été l'objet de ma mission. Donc,
je n'ai pas à mentionner ses antécédents dans le rapport d'expertise. Le médecin peut se retrouver au tribunal comme un accusé. Tout ce qu'il dira devrait se limiter dans sa défense. Je donne un exemple également. Je soigne un patient et accidentellement, c'était une injection intramusculaire, par accident, je pique sur son nerf sciatique pendant que je voulais faire une injection intramusculaire. Il porte plainte, on me convoque. Oui, je dois pouvoir répondre présent. Je n'aurai pour ma défense qu'à parler des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. Le patient était agité, il avait peur et par inadvertance, il a posé un mauvais geste qui a entraîné l'injection dans le nerf sciatique. Mais si j'ai des informations qu'il est infecté au VIH, je ne peux pas connecter cela en disant que, ben, en plus, il est infecté de VIH, je ne pourrais pas courir de risque. Non, là, vous êtes allé trop loin. Il peut arriver également que le médecin soit appelé au tribunal comme témoin. Là, il est témoin d'un patient qui voudrait qu'il vienne déposer en sa faveur. Là, il faut faire excessivement attention dans ces cas de figure. Il y a des questions subtiles d'avocats qui peuvent vous pousser à la touche et vous commettrez de la faute. Dans ces cas de figure, même si vous répondez présent au tribunal, vous ne dites rien. Vous êtes tenu au secret professionnel, vous êtes désolé, vous ne pouvez pas donner d'informations. Lorsque nous parlons de secret partagé, il ne faut pas occulter la notion de l'informatisation, de la digitalisation de nos établissements aujourd'hui. Qui sont ceux-là qui doivent pouvoir accéder aux informations contenues dans le dossier médical informatique du patient? C'est justement tous ceux qui participent aux soins et aux diagnostics et les interfaces sont configurées de façon à ce que des personnes qui n'ont rien à voir avec le dossier médical n'y accèdent. La particularité dans les armées, toujours, le chef militaire n'a pas besoin forcément de savoir ce dont souffre son personnel. Il a besoin de savoir de combien d'hommes il dispose pour accomplir sa mission. Donc, le médecin d'unité, puisque certainement il y en a qui sont connectés là, doit être prudent et circonspect dans les informations qu'il communique à sa hiérarchie. Le jour où un chef militaire vient à demander de quoi souffre tel personnel, c'est qu'il n'a pas pris ses précautions. De répondre en amont, votre personnel sera indisponible pendant tel nombre de jours, son affection n'est pas grave. Les dérogations au secret médical, autrement dit, les possibilités que la loi ou les circonstances nous donnent de pouvoir communiquer des informations d'ordre médical. Je les ai regroupées en deux entités. La première partie, c'est relativement à l'intérêt de déroger à ce secret. Et la deuxième partie, j'ai fait une classification, bien une catégorisation par rapport à ce que la loi a autorisé ou permis. Les dérogations prévues dans l'intérêt du patient, je commence par là. Il s'agit d'informations de l'entourage en cas de diagnostic grave. Vous soignez un patient qui souffre d'une affection dont le pronostic est réservé. Oui, pour les besoins de son accompagnement. Il est important de pouvoir communiquer avec une personne de confiance que ce patient aura désigné préalablement. L'autre dérogation prévue dans l'intérêt du patient, c'est ce qui se passe dans la protection des personnes vulnérables.
peut s'agir de personnes mineures ou de personnes hors d'état de se protéger. Dans ce cas de figure, l'information doit pouvoir être donnée aux autorités administratives, médicales, judiciaires pour pouvoir dénoncer une privation ou bien des sévices que vous aurez constatés. Il en est ainsi également pour les signalements en cas de maltraitance et de violence conjugale. La particularité dans ce cas de figure, c'est qu'il faut avoir l'accord préalable de la personne victime avant de pouvoir dénoncer. Lorsqu'il s'agit d'un mineur qui est victime de violence, vous n'avez pas besoin d'avoir son consentement. Vous allez pouvoir faire le signalement d'emblée au procureur. Il y a également une dérogation qui concerne les malades de psychiatrie. Un malade de psychiatrie ne demande pas forcément à se faire soigner. C'est d'autres personnes qui l'amènent ou bien qui obligent à le soigner. Donc, dans ces cas de figure également, il y a des certificats préalables à délivrer avant leur hospitalisation. La dérogation peut également concerner les situations particulières où le sujet sera bénéficiaire de droits en cas d'accident du travail ou bien de maladie professionnelle. Vous avez l'obligation de faire la déclaration. La dérogation peut également entrer en jeu dans l'intérêt des proches du patient. On venait de parler de dérogation dans l'intérêt du patient. Ça peut être également dans l'intérêt des proches du patient. Par principe, le secret médical est opposable aux proches du patient, même après son décès. Il y a des possibilités de dérogation à l'endroit des ayants droit du concubin à qui on peut donner des informations juste nécessaires qui puissent leur permettre de connaître la cause du décès, de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir leurs droits. Ce ne sont pas toutes les informations contenues dans le dossier médical qui doivent être communiquées. On va leur communiquer uniquement que les informations nécessaires pour leurs prétentions ou besoins. Il y a une autre nuance à ne pas négliger dans ce cas de figure. Il peut arriver que le patient ou bien la personne décédée de son vivant vous dise « Je ne veux pas du tout que des informations concernant ma santé soient communiquées à ma famille. » Vous respectez cela, vous ne communiquez pas. Il y a également les dérogations prévues pour des motifs de santé publique ou dans l'intérêt des tiers. C'est ce qui s'est passé tout dernièrement pendant que nous sommes dans une urgence sanitaire de genre COVID. À chaque fois qu'il y a des maladies contagieuses, des maladies à potentiel épidémique, il y a nécessité de pouvoir faire une déclaration pour pouvoir protéger la communauté. La particularité dans ces cas de figure, c'est que la déclaration est anonyme. On ne met pas le nom du patient. Je suis au laboratoire de bactériaux. Je reçois des prélèvements que je traite et je pose le diagnostic d'une méningite. Le germe est identifié dès lors que ce germe a potentiel épidémique pour des besoins de santé publique. On doit pouvoir faire la déclaration pour que les autorités de santé prennent les dispositions pour protéger la population. Il en est de même pour les maladies viridiennes en période contagieuse. Les dérogations sont également prévues pour des motifs de sécurité publique. C'est ce qui se passe avec les malades mentaux ou bien avec des personnes que nous suspectons d'être dangereux pour la communauté. Vous recevez quelqu'un qui est détenteur d'une arme à feu, qui en a fait usage contre de tierces personnes, mais dans les échanges de coups de feu, il a été blessé.
Et dans votre interrogatoire, il vous dit les circonstances en vous précisant que son agresseur a survécu et à son départ d'ici, il va lui faire la peau. Si vous vous taisez, vous n'avez pas aidé la communauté parce que votre dénonciation aurait pu permettre d'empêcher la survenue d'un meurtre. Donc, vous avez l'obligation, dans ce cas de figure, de dénoncer. Les dérogations obligatoires qui sont ordonnées par la loi. Ce tableau est indicatif. On peut avoir d'autres éléments. Je cite pêle-mêle, la déclaration de naissance est une obligation. Il faut délivrer un certificat qui permet de faire la déclaration de naissance. Pareil pour la déclaration de décès de maladie contagieuse, l'admission en soins psychiatriques, la sauvegarde de justice sont des mesures de protection de personnes incapables. Les accidents de travail, les maladies professionnelles, la protection de santé des sportifs, ainsi que la veille sanitaire. Les dérogations facultatives ou les possibilités données par la loi aux médecins de pouvoir violer le secret, s'il faut le dire ainsi. Le médecin apprécie, il n'est pas obligé, c'est à sa discrétion qu'il va pouvoir communiquer l'information dans ces genres de situations. Lorsqu'il fait face à une victime de sévices corporels, il n'est pas obligé, mais il apprécie. Je prends un enfant maltraité. Ce qu'on attend du médecin pour protéger cet enfant, déjà, c'est de l'hospitaliser. Lorsque vous vous précipitez pour faire le signalement, une conséquence logique, c'est peut-être qu'on va prendre la garde de cet enfant à ses parents. Qui peut mieux s'occuper de l'éducation de l'enfant si ce sont ses parents? Là, vous évaluez réellement si les menaces d'ordre vital sont certaines. Dans ce cas de figure, vous n'avez pas de choix, vous dénoncez en plus d'avoir fait hospitaliser l'enfant. Autre possibilité de dénonciation, c'est la dangerosité d'un patient pour lui-même ou bien pour la communauté. Je l'ai dit plus haut, pour ceux-là qui étaient détenteurs d'armes à feu. Quelques particularités. Le secret médical et l'incapacité. Une personne majeure incapable que vous recevez ou qui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, vous avez le devoir de pouvoir communiquer les informations le concernant à une tierce personne qui protège son intérêt. Dans le cas de figure d'un patient que vous recevez qui est comateux, mais vous avez besoin du consentement d'une tierce personne pour pouvoir le prendre en charge. Donc, vous communiquerez des informations à la personne, ressources à la personne de confiance que vous avez identifiée autour de lui. La minorité constitue également une incapacité. Un enfant, les informations le concernant, vous allez pouvoir partager avec ses parents. Mais il y a des particularités également. Lorsque l'enfant commence pas à comprendre, il est en droit de dire, je ne voudrais pas que vous communiquiez mes informations à un tel parent et vous devez être en mesure de respecter cela. L'autre particularité, c'est le secret médical entre le médecin traitant et le médecin du travail. Est-ce que véritablement il devrait exister un secret? La réponse est oui, dans le sens que le médecin du travail peut communiquer des informations utiles à la prise en charge de son salarié qu'il suit.
ces informations, il peut les communiquer au médecin traitant. Mais dans le sens inverse, ça ne se passe pas ainsi. Le médecin traitant n'a pas le devoir de rédiger un compte rendu et de l'adresser directement au médecin du travail. S'il a des informations nécessaires pour préserver la santé du patient dans son environnement de travail, ces informations, il les transmet au salarié malade qu'il a reçu en consultation, quitte à ce dernier de les apporter à son médecin du travail. D'autres particularités, notamment la notion de secret médical entre médecin traitant et médecin expert. Il m'arrive de recevoir des missions d'expertise par rapport auxquelles j'ai besoin de dossier médical. Dans le cadre de ma mission, dès lors que j'ai la réquisition, il est habituellement fait mention à ce que le médecin traitant mette à ma disposition les dossiers. Il ne peut pas m'opposer le secret médical pour ne pas me remettre le dossier. Il faut faire également très attention. Il va arriver que dans des couples en difficulté, un des conjoints veuille se servir du médecin pour atteindre son objectif. Je règle actuellement un dossier dans ce sens où une dame a été suivie dans un service de psychiatrie pour une affection qui n'était pas aussi grave. Mais par la suite, cette dernière, avec son époux, était en instance de divorce. Et le monsieur est venu dans le service demander qu'on lui produise un certificat. Ce certificat n'a pas été produit par le médecin traitant, mais c'est plutôt un psychologue qui a délivré un certificat que ce dernier prend pour prouver à la justice pour pouvoir avoir gain de cause que son épouse n'est pas équilibrée mentalement. Voilà une situation de flagrante violation de secret médical qui pouvait porter préjudice à l'acteur médical qui l'a délivré. D'autres situations vont se présenter où des assurances vont exiger des certificats. Le médecin, dans son rôle, il a une mission d'ordre social, c'est d'aider le patient à bénéficier des avantages liés à son état de santé. Le médecin traitant n'a pas à communiquer d'informations directement à l'assurance. Si ces informations sont nécessaires, il produit le document qu'il remet au patient ou bien à l'assuré, quitte à lui d'aller faire valoir ses droits. L'autre particularité, c'est la notion de secret médical et le VIH. C'est des situations que nombre parmi vous doivent avoir rencontrées déjà. Je suis un patient que je teste, il est séropositif. Est-ce qu'il est de mon devoir de communiquer ce résultat à son conjoint? La réponse est non. J'informe la personne que j'ai testée, je la sensibilise à communiquer son résultat à son conjoint. Le secret médical en milieu de détention sont également des situations complexes que l'on a. Le milieu de détention étant caractérisé par la surpopulation, mais également des faits de violence. Je suis médecin, je travaille en milieu de détention. Je reçois un patient victime d'agression. Est-ce qu'il est de mon devoir de me porter dénonciateur? Dès lors qu'il s'agit d'une personne adulte, tout ce que je peux faire, c'est de lui délivrer un certificat qui mentionne les lésions qu'elle porte, quitte à elle de pouvoir porter plainte, de pouvoir saisir le procureur.
La notion de secret médical, elle est assez vaste et à dessein, j'ai choisi faire court pour aboutir à la conclusion, histoire de donner l'opportunité qu'on puisse échanger suffisamment sur les aspects que je n'aurais pas abordés. Pour finir, je dis, le secret médical est-il un secret pour le médecin ou un secret en faveur du malade? Dans tous les cas, l'intérêt du patient doit pouvoir être prioritaire. Il peut y avoir une bonne compréhension du secret médical sans qu'on le rattache à l'intérêt du patient. Le mot-clé intérêt du patient revient encore. Là où c'est son intérêt, le secret peut être divulgué avec le cas échéant s'il ne peut s'y résoudre sans son accord. Il n'y a aucun secret vis-à-vis du patient lui-même, dès lors que l'information lui appartient. Mais le médecin a un devoir d'humanité dans la révélation du secret ou bien dans la communication de l'information au malade. Je soigne quelqu'un d'une affection grave. C'est de mon devoir de lui dire ce dont il souffre. Mais le malade peut également me dire, docteur, je ne veux pas savoir ce dont je souffre. Lorsque je suis tenu de le lui dire, il faut qu'il y ait de l'humanité dans ce que je dis. Dans mes propos, il faut qu'il y ait de la mesure. Je ne dois pas brusquer le patient. On peut, pour certaines affections graves, passer des jours à distiller l'information à dose infinitésimale, de façon à ce que progressivement le patient finisse par comprendre pour ne pas le heurter. Tout dépend du contexte. Il peut vous arriver que vous rentrez dans la cabine d'un patient un matin et vous balance d'emblée à la figure, docteur, dites-moi, est-ce que ce n'est pas un cancer? Comment est-ce que vous réagissez? Donc, il faut apprécier son état psychologique, sa capacité à encaisser avant d'avancer, sinon vous allez précipiter sa situation. Le secret médical vis-à-vis du patient relève d'une clause de conscience, comme je le dis. Vous appréciez en votre âme et conscience pour dire est-ce que le moment est opportun, est-ce que le moment est favorable pour lui communiquer les informations dont il a besoin. Qu'est-ce que je dois pouvoir lui dire à l'instant où nous sommes? Il faut informer le patient lors de l'utilisation et de la transmission également des données qui le concernent. Le médecin n'est pas propriétaire de l'information médicale, il en est dépositaire et à ce titre, il ne peut se permettre de faire n'importe quoi. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur le secret médical, un concept qui est assez vaste et je voudrais m'arrêter ici et permettre que nous échangions davantage. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur, pour ce cours. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir de vos enseignements. Et je profite pour également saluer la présence de nos maîtres qui sont actuellement dans notre salle virtuelle. Et je vous dis franchement merci pour votre présence. Avant de donner la parole pour la phase des questions-réponses, j'aimerais bien poser une petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre secret professionnel et secret médical? Et puis juste après, nous allons lancer les débats. Merci. Le secret professionnel, c'est la grande famille. Le secret médical, c'est une forme de secret professionnel. Lorsque je dis secret professionnel, c'est le secret auquel les avocats sont également tenus parce qu'ils ne doivent pas dire tout ce qui leur vient à la connaissance à l'occasion de leur activité professionnelle. C'est pareil pour les prêtres, c'est pareil pour
d'autres corporations. Donc, pour les médecins, on parlera de secret médical. C'est une forme de secret professionnel. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse. Je reconnais également la présence du professeur Cloté Agossou, qui est enseignant en faculté de droit. Et je ne sais pas s'il a quelque chose à apporter par rapport au thème d'aujourd'hui, qui est le secret médical. Je vais lui donner la parole s'il le veut bien. Et puis après, ce sera le tour du docteur santé, docteur Ntapi. Professeur Agossou, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose par rapport à la thématique d'aujourd'hui? Oh, merci beaucoup, docteur. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, je vois, la présentation a été bien faite. On a abordé tous les domaines. Certains domaines, pour moi, sont encore un peu vierges sur le plan africain, donc sur le plan béninois comme togolais. Mais je vois que la majorité des choses ont été approuvées quand même. Dans ce domaine, concernant le secret médical, je remercie vraiment le collègue qui a fait un très beau travail. Par rapport à votre question tout à l'heure, la différence entre secret professionnel, je crois qu'il a également répondu à ça. Le secret médical, c'est un secret professionnel. Le secret médical est un secret professionnel. Voilà, donc ça fait partie, le secret médical fait partie des secrets professionnels. Donc, tout ce qui est la profession dans le domaine de la santé, ce qu'on appelle le secret médical, et surtout le médecin, c'est surtout à l'égard du médecin, que ce secret est plus intense et plus fortement appelé. Donc, c'est ce que je peux dire. Je crois que le collègue a abordé tous les points et recoins. Peut-être, si moi, juriste, je l'aurais peut-être accentué sur des décisions rendues par les juges béninois, le juge togolais, le juge ivoirien, sur ces questions-là, en termes de cas pratiques. Mais il a donné en termes d'exemples, chaque fois, il a donné. Donc, je remercie beaucoup le collègue pour ce travail et je vous dis bon vent. Merci. Et merci beaucoup à vous, professeur, pour cet apport. Je vais donc laisser la parole à docteur santé, docteur Ntapi, qui a levé la main. Et j'aimerais demander à tout un chacun de vous, si vous aviez des préoccupations, des questions, vous levez simplement la main et je me fais le plaisir de vous donner la parole. Docteur santé, docteur Ntapi, merci de vous présenter et de nous dire c'est votre préoccupation. Merci. Merci beaucoup, madame la modératrice. Bonjour, chers tous. Je suis le docteur Ntapi Kasuta, directeur régional de la santé de la région centrale. Je commence par dire merci à l'organisation, c'est-à-dire à l'Ordre national des médecins du Togo, pour cette approche qui rentre dans le cadre du renforcement des compétences des gens de la corporation. Et comme l'a dit certains déjà dans le catch, nous aurons besoin de la présentation et de la recherche. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais... Que ça soit renouvelé, ça nous arrangerait beaucoup. Allô? Oui, maintenant nous vous recevons. Nous vous avons perdu à un moment donné. Allô? Oui, Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. D'accord, je disais que parce qu'on ne vous a pas bien suivi. Je suis le docteur Ntapi Kasuta, directeur régional de la santé de la région centrale. Je commençais par dire merci aux organisateurs, à savoir l'Ordre national des médecins du Togo, pour cet échange qui rentre dans le cadre du renforcement des compétences de notre coopération. Et comme l'a dit déjà certaines personnes qui demandent la présentation et l'enrichissement, moi je souhaite aussi que cette initiative soit continuelle, de façon régulière, peut-être une fois par mois, sur de tels sujets tels sujets médico-légaux ou même administratifs ou du système de santé pour qu'on puisse vraiment maîtriser notre domaine. Mon deuxième point,
Je dis vraiment merci, merci, merci au docteur Agbobli, non seulement pour la présentation, mais pour le détail de nous avons encore appris. Si il n'a pas rappelé Je ne sais pas si c'est ma connexion. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça sous l'angle où ils puissent ensemble traiter? Allô? Donc, j'ai des problèmes alors? Oui, bon, là, nous vous avons perdu. Correctement, mais à un moment donné, on vous a perdu. À partir de votre deuxième préoccupation. Ah, d'accord. À partir de la deuxième préoccupation? Oui. Merci à l'orateur qui a été vraiment très clair dans sa présentation et que nous, qui sommes vieux médecins là, nous avons encore appris, soit à se rappelant ce qu'on avait appris il y a longtemps, mais aussi de nouvelles choses ont été apprises. Et je disais aussi que je voulais le charité en disant qu'il a dit qu'en visitant les malades qui sont des familles à lui, les médecins traitants lui présentent les cas. Est-ce que ce n'est pas une façon de demander sa participation pour un co-traitement du malade en question? Ça, c'est une façon de charité. La deuxième chose, ce que j'ai appris de très intéressant aussi, c'est que les gens prêchent le faux pour avoir la vérité qui est qu'on fasse attention à ça. Ma seule question, c'est dans le cas où certaines institutions, pour engager des gens, demandent un bilan et ils adressent le bilan directement aux instituts ou aux médecins ou aux laboratoires, quitte à ce que eux, l'institution, reçoivent les résultats. Soit disant parfois que quand ils passent par l'impétrant, il peut leur produire des faux documents. Qu'est-ce qu'on fait devant cette situation, docteur? Encore une fois, merci à vous tous. Mais merci beaucoup à vous. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. Et cette formation d'aujourd'hui a été organisée par la communauté REMA. REMA, c'est le réseau d'échange entre médecins d'Afrique. Et bien sûr, cette communication, comme toutes les autres communications que nous avions faites dans le cadre de la formation médicale continue, sont toujours disponibles au niveau de notre interface de formation continue. Et une fois encore, je vous remercie. Et franchement, ce sera peut-être pour moi un vrai plaisir de vous recevoir, pourquoi pas, pour une communication sur notre réseau. Et je vais continuer rapidement. Merci beaucoup. Vous m'excusez alors, je croyais que c'était l'ordre des médecins. Vous m'excusez. Non, mais c'est un plaisir. Bravo à vous, à la communauté REMA. Merci à vous, professeur. C'est vraiment gentil. Je vais laisser la parole rapidement à Dr Romuald. Dr Romuald Aïtchéou, si vous êtes là, merci de prendre la parole. Je suis là, je suis là. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Oui, on vous entend. Je suis le docteur Aïtchéou Romuald Boton, je suis pédiatre des armées et je suis le chef service santé maternelle et infantile à l'Agence nationale des soins de santé primaire du Bénin, au ministère de la Santé du Bénin. Et je salue au passage mon très cher aîné, le docteur Agbobli, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié. Et je salue les chers collègues qui sont en ligne et je vous dis vraiment merci à REMA parce que je suis déjà abonné sur le réseau REMA il y a un moment pour vraiment cette auguste présentation qu'on vient d'avoir. Moi, je voudrais juste poser une question par rapport à un cas que j'ai déjà eu plusieurs fois. Il m'arrive par exemple que des autorités, parce que je suis pédiatre à la base, arrivent pour pouvoir en fait faire ce qu'on appelle des groupages sanguins à leurs enfants et à leurs épouses, en toute la famille. Et je me rends compte que l'un des enfants n'appartient pas au père. L'un des enfants, en fait, par rapport au croisement du groupage, il n'appartient pas au père. Et le cas le plus parlant que j'ai eu, c'est que le père avait déjà fait 2 groupages dans un grand laboratoire et il ne m'a rien dit.
Et moi, habituellement, je ne sais pas si ma démarche est bonne, et si ce n'est pas bonne, il faut que je la corrige. Habituellement, j'appelle toujours la maman pour dire, j'ai l'impression que cet enfant, il n'est pas compatible. Est-ce qu'on pourrait le refaire sans en parler au papa? Parce que je me dis, l'objectif du médecin, ce n'est pas forcément pour briser le couple. C'est de tout faire pour trouver là où se trouve la faute. Et donc, le cas que j'ai eu, c'est que le père avait déjà fait 2 ou 3 laboratoires et il avait déjà eu les résultats et il ne m'a rien dit. Et moi, comme d'habitude, j'ai appelé la mère, je lui ai dit, ben, madame, je pense que cet enfant-là n'est pas compatible avec le groupage de votre mari. Et là, coup de chapeau, elle m'a crié dessus, elle a appelé son mari, qui m'a crié dessus également parce que c'était une haute autorité. Et après, gentiment, il me dit, ben, on va vérifier quelque chose. Il envoie le chauffeur dans la voiture qui revient avec les 2 premiers résultats et je me rends compte que ça va exactement avec les résultats que j'ai trouvés. Donc, il dit, ah, madame, peut-être que le docteur, je lui ai écrit dessus, peut-être que lui s'est trompé, mais je voudrais savoir comment se fait-il que cet enfant-là particulièrement n'est pas compatible avec mon groupe sanguin sur 3 grands laboratoires du Bénin. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que ma stratégie d'appeler les mamans à part, est-ce que c'est d'abord indiqué? C'est d'abord la première chose. Et savoir s'il y a une plus meilleure approche pour pouvoir prendre cet abord-là lorsqu'on se retrouve devant ces cas. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup au réseau REMA. Et merci à vous, docteur Romuald, pour ce cas clinique vraiment intéressant. Je pense que le docteur Agbobli va y revenir. Et si vous n'avez plus de préoccupations, je vous prie de supprimer votre levé de main. Je vais passer la parole à docteur ou monsieur Alphonse Komi. Merci également dans vos présentations de nous dire votre nationalité. Merci à monsieur Alphonse de se présenter. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Fassinou. Merci au directeur pour la présentation qui est claire. Je suis, comme Alphonse Oubedi, médecin généraliste à Lomé. Je suis togolais. J'avais été confronté à une situation qui m'avait vraiment mise mal à l'aise. J'étais confus, perturbé. La situation, c'est celle-ci. J'étais en service. J'ai prescrit sur les carnets d'une assurance pour un patient. Et quelques 45 minutes environ après, je reçois un coup de fil, numéro inconnu. Et je prends mon téléphone, je réponds. Et la personne me demande, j'ai prescrit tel produit à tel patient. Alors, est-ce que je peux lui dire ce que le patient a et j'ai fait cette prescription? Et je lui dis, je suis désolé, je suis médecin, j'ai rempli correctement le cahier, le carnet de l'assurance pour que toutes les informations qui prouvent la prescription, ces informations se trouvent sur le carnet, comme c'est bien conçu. Il me dit non, lui, il est tel, il est le médecin, il est tel de l'assurance, donc je suis tenu de lui dire. Et je lui dis, je suis désolé, je suis tenu par le secret médical. Donc, comme il y a une marge, code d'affection, je le prie de se référer au code et de savoir et d'avoir l'idée pointue de ce que le patient a et la prescription qu'on lui a faite. Il m'a grondé, il dit qu'il va me faire voir l'enfer, il m'a vraiment parlé, j'étais très affecté. Bon, finalement, jusqu'à ce jour, c'était en 2020, jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de nouvelles. Je voudrais demander au docteur Agbobli, voir, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire face à ce genre de situation? Merci beaucoup. Mais merci à vous pour ce cas clinique aussi intéressant, cette situation du moins. Je vais passer la parole rapidement à monsieur Seydou Sanogo. Merci de nous dire votre nationalité, de vous présenter et de nous dire votre préoccupation. La parole est à vous. D'accord. Merci beaucoup, madame. Bonjour tout le monde. Moi, je suis docteur Seydou Sanogo. Je suis médecin du travail et je suis un médecin contrôleur dans une assurance au Mali. Je suis aussi le président de la Société malienne de santé et sécurité au travail. Alors, je remercie vraiment la communauté REMA pour l'initiative et je remercie aussi les présentateurs, à savoir Dr Agbobli, que je connais personnellement. Vraiment, félicitations et merci pour l'initiative. Moi, j'ai des préoccupations. En tant que médecin contrôleur dans une assurance,
Et il s'avère que nous avons des imprimés, c'est-à-dire les feuilles de soins. Les feuilles de soins où tout est consigné là-dedans, tel que les noms, l'identité du patient et tout et tout. Ainsi, la prescription aussi est prescrite. Et il se trouve qu'à notre niveau, pour pouvoir liquider vraiment les prestations, on est amené vraiment à saisir la feuille de soins en entier, comprenant toutes les informations. Non seulement il y a les diagnostics sur la feuille de soins, il y a aussi les médicaments aussi qui sont prescrits. Et il se trouve aussi que parmi nos agents de saisie, tout le monde n'est pas médical. Il y a non seulement les secrétaires, il y a d'autres trucs corps. Donc, je voulais vraiment savoir ce que le docteur Agobli pense par rapport à cette situation, surtout en termes de secret médical. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous. Nous allons passer la parole à Dr Agobli afin qu'il puisse répondre à la première série de questions. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions seront répondues et toutes les mains levées auront droit à la parole. Docteur Agobli, vous avez la parole pour répondre. Merci beaucoup, docteur Fassino. Je tiens à dire un sincère merci à tous les confrères amis en ligne, en commençant par docteur Ntapi, le grand frère. Donc, vous l'avez dit, c'est vraiment qui a organisé l'activité, mais qui a été relayée par la plateforme de l'Ordre des médecins du Togo. C'est ce qui lui a fait prêter confusion et je crois qu'il n'y a pas de souci. Il a voulu savoir quelle devrait être l'attitude face à certaines sociétés qui, pour des besoins de recrutement, lorsqu'ils veulent s'assurer de la qualité des résultats, ils demandent au laboratoire de leur adresser directement les résultats au lieu que ces résultats ne soient transmis par les personnes ayant fait l'analyse. En réalité, c'est un problème d'ordre organisationnel. Je suis dans une entreprise qui veut recruter. Il a du devoir du médecin du travail de cette entreprise d'organiser la visite médicale d'embauche financée par l'employeur. Donc, normalement, c'est le médecin du travail qui reçoit directement les résultats. Ces résultats ne sont pas adressés à l'employeur directement. Non, c'est le médecin de l'unité de santé et sécurité au travail qui organise l'activité de visite médicale qui est destinataire du résultat. Ça ne devrait pas poser problème si ça se passe ainsi. Mon frère Dame Boton, qui a eu un cas clinique bien délicat. Dans ma pratique, j'en ai eu également un similaire où il m'a été apporté des résultats de groupage sanguin d'une famille et de 5 enfants, il y avait un que le monsieur suspectait de ne pas être issu de leur relation. Mais lorsque j'ai documenté, sur les 5, la famille ne pouvait avoir que 2 enfants compatibles. Maintenant, le monsieur qui était suspecté d'avoir eu une aventure avec l'épouse, son groupage n'était pas compatible avec ce que j'ai pu observer. Donc, ça veut dire qu'en dehors de ce monsieur, il fallait chercher quelqu'un d'autre et qu'il y avait 3 enfants qui n'appartenaient pas à ce couple. Dans ce cas de figure, en tant que médecin expert, qu'est-ce que je fais? Je réponds à la mission qui m'a été confiée. Il ne faut pas aller au-delà. En français facile, on m'a posé la question d'expertise sur un enfant. Je n'ai pas à aller outre en disant que désormais, c'est 3 qui posent problème. Je n'aurais pas été sage. Donc, moi, je réponds au juge qui prendra ses précautions pour décider. Par rapport à la question de mon ami Boton, oui, l'approche est sage. Passer d'abord par la femme, parce que j'avoue,
parmi nous tous ici, seules nos mamans peuvent nous dire de qui nous sommes issus. Hein. Donc, l'approche qui consiste à commencer par la femme est, à mon avis, la meilleure. Maintenant, vous allez vous retrouver dans des situations où c'est une mission de justice. Vous recevez une mission de justice, vous recevez une réquisition. La réponse, vous l'adressez à l'autorité judiciaire qui vous a confié la mission. Vous n'avez pas à communiquer de résultat à une des parties. Donc, c'est l'autorité judiciaire qui, à son tour, va pouvoir communiquer aux parties si c'était une mission d'expertise. Docteur Alphonse Komi, votre réaction vis-à-vis de ce confrère d'assurance a été très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Vous n'avez pas à lui communiquer de diagnostic au téléphone. Il a toutes les informations, quitte à lui d'aller consulter la CIM10 pour pouvoir trouver le diagnostic qu'il cherche, si ça lui tient à cœur. Par rapport à mon ami Sanogo, le secret médical, comme nous l'avons dit dans nos propos, le médecin a l'obligation de faire en sorte que ceux qui l'assistent dans l'exercice de son activité observent le secret. Ça veut dire, dans la chaîne dont vous parlez, dans votre chaîne d'activité, il y a des opérateurs de saisie qui ne sont pas médicaux. Avant même qu'ils ne commencent pas à faire cette opération de saisie, ils doivent être instruits sur l'obligation de taire tout ce qu'ils auront à connaître dans l'exercice de leur activité de saisie de données. Je pense avoir fait le tour des questions, sauf erreur. À vous. Merci beaucoup au professeur. Je ne sais pas si les différents intervenants ont eu la réponse à leurs préoccupations avant que nous continuions. Et merci vraiment à l'association de l'Ordre des médecins togolais. C'est vraiment pour nous un honneur de nous faire relayer par vous. Et nous sommes vraiment honorés et nous vous remercions. S'il n'y a pas de réponse, je vais continuer par les mains levées en attente. Je vais donner la parole rapidement à M. Jean-Claude Kolani, à qui je demande de se présenter et de poser sa question. Merci beaucoup. Je suis Dr Kolani. Je suis gynécologue, je travaille au Togo. Je suis à la clinique Biassa pour ceux qui connaissent. Alors, je voudrais aussi me joindre aux collègues pour dire merci au réseau et à vous savez que ce sujet du secret médical, tout ce qui est médico-légal, nous n'avons pas eu la chance toujours d'avoir un enseignement clair là-dessus. Et c'est pour ça pour ce bon travail que j'espère va se poursuivre pour nous armer face aux difficultés quotidiennes. Et c'est ainsi que je vais aborder mes questions. La première, je crois qu'elle a été prise en compte et elle était relative aux collègues des assurances qui parfois, depuis un certain temps, c'est vrai que c'est moindre. Dès que nous avons eu un peu l'obligation d'utiliser la SIM, c'est facile de reprendre. Mais avant, il s'agissait de dire aux collègues de l'autre côté quel était le diagnostic. Et moi, je suis toujours un peu embêté par rapport à cela. Il a dit, mais il y a des collègues qui continuent pas à insister. Et que faire vraiment? Est-ce que je suis en droit de ne pas dire les choses et de dire, voilà, va te référer à la CIM et puis ça suffit? Parce qu'à la fin, parfois, c'est le refus de leur part de prendre en charge la patiente et nous sommes bien embêtés. La deuxième préoccupation, c'est aussi par rapport au dossier médical.
Nous savons que dans nos services, les dossiers médicaux, le document même est dans la main de tout le monde, finalement, on va dire. Il a dit tout à l'heure, par exemple, les opératrices de saisie, mais les infirmières, ceux qui sont au rang N-1, on se rend compte que parfois nous sommes embêtés. Je donne l'exemple d'une patiente qui vient pour se faire opérer, qui a quitté un autre pays, qui arrive et dit, docteur Kolani, je suis séropositive, je ne veux pas que des gens qui sont autour de moi le sachent. Ça, c'est facile à gérer. Mais je crains que votre personnel aussi soit au courant. Parce que j'ai eu à entendre que dans votre clinique, quelqu'un était venu et que finalement, ces choses ont été dites sur lui. Donc, vraiment, on est très embêtant. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut cacher ce diagnostic et ne pas le révéler? Et vis-à-vis des collègues, comment ça se passe? Vis-à-vis du personnel, comment on gère ce cas de figure? Merci beaucoup et encore, j'allais dire félicitations pour ce qui se fait dans ce domaine. Docteur Aboubli, merci beaucoup. Merci à vous, docteur Jean-Claude. Nous allons rapidement passer la parole à Madame Lisa Nadir. Merci de vous présenter, de nous dire votre pays d'origine et de poser votre préoccupation. Merci, bonjour. Bonjour Madame Pascaline. Bonjour également à toute la communauté REMA. Je vous remercie sincèrement effectivement pour cette présentation qui vient soulever beaucoup d'inquiétudes dans nos pratiques quotidiennes. Donc, j'ai une question pour Dr Aboubli que je salue encore. Et je suis médecin biologiste et chef service production au Centre national de transfusion sanguine de Lomé, donc au Togo. Donc, dans notre pratique quotidienne, nous sommes confrontés au rendu des résultats de dons de sang. Et donc, nous testons le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Donc, il nous arrive de faire ce qu'on appelle des collectes mobiles, c'est-à-dire nous allons sur d'autres sites pour faire les collectes et que nous qualifions sur le site du CNTS de Lomé. Maintenant, pour le rendu des résultats, nous demandons aux donneurs, même quand ils ne sont pas sur le site fixe, donc de venir chercher les résultats sur le site fixe. Donc, depuis un moment, nous avons les collègues, c'est-à-dire des médecins qui sont sur les sites mobiles, qui nous demandent de leur envoyer les résultats des dons, excusez-moi, de leurs donneurs. Excusez-moi, docteur. Oui. Je vais demander à la personne qui a son micro ouvert de bien vouloir le fermer. J'ai vu monsieur Bangoura. Merci de fermer votre micro. Merci à docteur Bangoura de fermer son micro. Docteur Lisa, vous avez la parole. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je continue. Donc, je disais que de plus en plus, il y a des médecins ou des responsables des sites sur lesquels nous sommes partis en collecte mobile qui nous demandent de leur envoyer les résultats des dons pour qu'ils donnent ces résultats eux-mêmes directement, soit aux employés ou soit aux élèves. Et donc, on refuse de leur envoyer les résultats, mais ça crée des problèmes. Donc, la dernière fois, j'ai eu la proposition d'un collègue et qui me demandait de lui envoyer les résultats des dons dans son entreprise. Bon, je lui ai dit que ça n'allait pas se faire, mais il a fait la proposition d'envoyer les résultats aux médecins de travail de la société. Bon, j'ai dit non aussi, mais je voulais, parce que j'ai suivi un peu la présentation du docteur Aboubli, à un moment donné, je crois qu'il parlait qu'on pouvait donner certains résultats aux médecins de travail. Je voulais savoir si dans notre contexte de transfusion sanguine, est-ce qu'on peut confier ces résultats à un médecin de travail pour qu'il donne les résultats au personnel des sociétés? Merci. Merci beaucoup, docteur Lisa, pour vos préoccupations. Nous allons passer rapidement à monsieur Ismaël Ali. Je vous demande de poser vos préoccupations, de vous présenter, de vite poser vos préoccupations parce que nous avons une longue file d'attente. Merci.
Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Ismail Ali, je suis médecin du travail. Je travaille au Centre de médecine du travail du Niger. Je suis également membre du bureau de la Société nigérienne de médecine du travail. Donc, permettez-moi rapidement de féliciter le professeur pour sa présentation assez édifiante. Donc, rapidement, j'ai une question. C'est en rapport avec ce que nous constatons tous dans notre pratique quotidienne, c'est-à-dire des patients qui viennent, moi par exemple, dans le cas de mon exercice de médecine du travail, souvent les patients ils viennent avec un certificat établi par des médecins traitants qui attestent de leur diagnostic. Donc, vous voyez, par exemple, on peut voir un médecin traitant qui atteste que le travailleur souffre d'hernie discale, etc. Donc, est-ce que c'est autorisé que le patient demande à ce que le médecin établisse un certificat attestant de son diagnostic? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du secret médical? Merci. Merci à vous, Dr Ismail Ali. Nous allons donner cette fois-ci la parole à Dr Magnang. J'espère que Dr Ismail de supprimer le levier de main. Oui. Alors, merci vous beaucoup. avez la parole, docteur. Alors? Merci beaucoup. Oui, on madame. vous entend. Alors, Merci. bonjour. Madame Pascaline. Bonjour. Oui, je vous entends. Je pense que c'est docteur Magnan qui a la parole, n'est-ce pas? Oui, c'est docteur. Oui, c'est lui qui a la parole. Alors, merci beaucoup. Merci, Madame Pascaline. Merci également aux organisateurs et à notre confrère docteur Agboubli pour sa brillante présentation. Alors, moi, ce n'est pas une question que j'ai, mais j'ai une clarification sur la question des... Oui, merci. Merci. Alors? Merci à ceux qui n'ont pas la parole de patienter, s'il vous plaît. Docteur Magnan, vous avez la parole. Oui, alors, je vais me présenter rapidement. Je suis docteur Magnan, médecin hématologue. Moi, je suis médecin hématologue exerçant à Lomé, au Togo. Et donc, je disais que je remercie les organisateurs et docteur Agboubli pour sa brillante présentation. Moi, je n'ai pas une question, mais je voudrais faire une contribution par rapport à la question du groupe sanguin. Alors, très souvent, nous faisons beaucoup d'erreurs concernant les groupes sanguins et la paternité. Et je voudrais dire qu'en matière de groupe sanguin, il y a beaucoup de particularités phénotypiques, et génotypiques plutôt, et qu'il faut faire très attention pour ne pas tout de suite se baser sur les groupes sanguins, les genres de groupes sanguins, pour exclure ou bien pour définir la paternité. Et je pense que quand on est face à cette situation, il serait prudent de demander plutôt le test de paternité, le test ADN, et qui va voir s'il y a des similitudes au niveau du séquençage ADN de l'enfant et en tout cas de la personne présumée être le papa ou pas, avant de pouvoir conclure. Sinon, c'est trop actif ou bien ce n'est pas prudent de se baser sur les groupes sanguins, vu qu'il y a des particularités qu'on ne maîtrise pas, surtout quand on n'est pas du domaine de l'hématologie. Voilà, donc c'est cette contribution que je voudrais faire. Merci. Merci à vous.